Aujourd'hui, à l'atelier, je vais parler de soudure sur fil de cuivre. Bonjour chers internautes et bienvenue à l'atelier. Comme vous le savez, je présente souvent des vidéos qui sont d'abord destinées aux gens qui débutent en matière de réparation. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo que j'avais déjà faite par le passé qui était la soudure sur fil de cuivre. Et la raison pour laquelle je vais refaire cette vidéo-là, c'est qu'on va aborder des aspects beaucoup plus techniques que le simple fait de mettre deux bouts de fil ensemble et mettre un peu de soudure dessus. Pourquoi je vais faire ça? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont fait part à un moment donné de leur difficulté à faire coller la soudure sur le fil. Et évidemment, il peut y avoir différents aspects techniques à ça. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Lorsqu'on veut effectuer une soudure sur un fil de cuivre, il faut évidemment utiliser de la soudure. Et sur le marché, il existe différentes marques, des fils de différentes grosseurs. Et évidemment, chaque fabricant crée ce qu'on appelle une recette de fabrication. Et ça, c'est l'aspect important de la soudure. Par exemple, dans le cas de cette bobine-ci, évidemment, on pourrait croire qu'il y a peut-être juste du plomb, juste de l'étain ou un petit peu des deux. À l'intérieur de ce fil-là, il y a probablement une dizaine de produits différents. Évidemment, il y a des produits qui ont été rajoutés, par exemple, pour la flexibilité du fil. Et l'aspect important que nous, consommateurs, on va regarder au moment de l'achat, c'est la concentration, par exemple, en plomb et en étain. Pour information, le plomb, ça colle pas. Donc, si vous auriez une bobine, tout simplement, avec ce qu'on peut appeler du plomb pur, évidemment, à la base, le fil ne serait pas gris. Il serait plutôt bleuté avec des teintes de mauve et seulement du plomb, ça colle pas. Donc vous ne pouvez pas faire de soudure par exemple sur un fil avec seulement du plomb. Donc ce que les fabricants vont faire, c'est qu'ils vont utiliser d'autres produits comme par exemple l'étain. Et c'est vraiment dans ces bobines-là l'étain qui va faire en sorte que la soudure va coller sur le fil. Évidemment, il y a d'autres éléments considérés qu'on va parler tantôt. Au niveau, par exemple, de ce type de bobine-là, ce qui va être important de regarder, je monte ici, on voit ici une codification SN qui veut dire étain. Donc, on a un étain à 60%, PB indique plomb, et on a une concentration de 40%. Évidemment, à l'intérieur de ces fils-là, il y a également d'autres produits qui sont ajoutés, comme par exemple pour la flexibilité du fil. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'une fois que vous aurez effectué votre soudure, essayez de bouger votre soudure comme ça. Vous serez incapable de le faire parce que les éléments ajoutés pour rendre par exemple le fil flexible vont tout simplement disparaître au moment d'être chauffé. Avec le fer à souder. 60-40 ici, c'est vraiment un bon mix pour souder du fil de cuivre. Évidemment, il y a certaines bobines dans lesquelles on va retrouver par exemple, je pense que c'est celle-ci, oui. On a ici 63% d'étain avec 37% de plomb. Évidemment, celle-là colle un petit peu plus. Et plus la concentration d'étain va être élevée, plus la soudure va coller. Dans le cas de celle-ci,
On a également rajouté une espèce de résine qui va favoriser le collage du plomb vers le fil de cuivre, mais c'est pas une matière qui est intégrée à toutes les bobines. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur une bobine, évidemment qui contient ce type de résine-là, évidemment, c'est un peu plus de meilleure qualité, on pourrait dire, qu'une bobine sans cette résine-là, même si je vais vous montrer le plus loin qu'il faut utiliser une espèce là, de pâte à souder. On va évidemment retrouver des concentrations là, différentes. Dans le cas de cette bobine-là, on a 50-50, donc 50% d'étain et 50% de plomb. Celle-là, c'est une bobine que j'ai achetée lorsque j'ai fait des travaux dans ma chambre de bain. Donc j'avais des tuyaux de cuivre à souder et j'ai utilisé cette bobine-là. Une autre bobine ici, un petit peu particulière, essayez de la monter. Ouais. Vous voyez en bas ici, on parle de 80% d'étain et de 5% d'antimoine. Donc on a une très grande concentration d'étain dans cette bobine-là. Et ce qu'on remarque ici, soudure sans plomb en fil plein. Bon, on entend parler depuis plusieurs années que le plomb c'est dangereux pour la santé. On l'a d'ailleurs retiré de l'essence, retiré de la peinture. Bref, on a tenté de le retirer d'un peu partout. Et on nous vend sur le marché des bobines prétendument sans plomb. Et à tort, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parce qu'il n'y a pas de plomb dans cette bobine-là, que c'est pas toxique. C'est loin d'être le cas parce qu'on retrouve ici un autre élément qui est l'antimoine, qui est un autre métaux, qui est encore plus toxique que le plomb. Donc, évidemment, moi, en ce qui me concerne, ça fait 40 ans que je fais de la soudure avec des bobines contenant du plomb. Et je vais continuer d'utiliser ce type de bobine-là. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'au moment de faire nos soudures, évidemment, on ne se place pas la tête en haut du support dans lequel, par exemple, le fil est installé pour en respirer les vapeurs. Là, évidemment, là, c'est courir après le trouble. Maintenant, on va regarder au niveau des fers à souder. Pour effectuer une bonne soudure sur notre fil de cuivre, ça demande l'utilisation d'un fer à souder qui est d'une certaine qualité. Ce qu'il faut mentionner ici, c'est que lorsqu'on a, par exemple, un fer avec une fiche de ce type-là, c'est généralement des fers de mauvaise qualité. Et chez les professionnels, on n'utilise pas ce type de fer-là, mais ce type de prise-là, pardon, mais plutôt un fer avec une prise à 3 pattes comme celle-ci. Donc, une prise avec une mise à terre. Deuxième point important pour effectuer une bonne soudure, c'est le wattage du fer que vous allez utiliser. Évidemment, si vous avez un fer dont le wattage est bas, comme par exemple dans le cas de celui-ci, je vous montre, on a un fer ici qui est à 15 watts. Donc 15 watts, je ne me souviens pas exactement là, en degrés à combien ça va chauffer. Mais à 15 watts, c'est vraiment une température qui est basse, qui va évidemment causer des petits pépins au niveau de la soudure, donc pour faire fondre le plomb. Évidemment, si vous avez un fil de ce calibre-là, qui est relativement petit, ça peut aller pour faire fondre le plomb, mais peut-être pas suffisamment encore pour faire en sorte que la soudure soit solide sur le fil. Et évidemment, avec un fil de calibre un peu plus gros, donc la difficulté va être multipliée. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est de se procurer minimalement un fer comme celui-ci, par exemple, excusez, qui est à 30 watts. Donc, en conclusion, pour effectuer une bonne soudure, l'utilisation d'un fer
minimalement à 30 watts est requis. Et maintenant, on va regarder un autre aspect de la soudure qui est en fait, on peut voir ici, de l'acide passe flux, ou flux acide en pâte. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, juste avant d'effectuer la soudure, on va venir badigeonner. Je vais vous montrer, j'ai toujours un petit pinceau que je conserve dans une bouteille comme celle-ci. Donc c'est une ancienne bouteille de médicaments. Et évidemment, plutôt que de nettoyer mon pinceau à toutes les fois, je le conserve à l'intérieur de ce contenant-là. On va venir tout simplement ajouter, ça je vais le faire dans quelques instants, notre pâte sur le fil. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le fil de cuivre est un matériau qui s'oxyde facilement. Donc là, regarde, on ne rentrera pas dans les détails de l'oxydation. Disons que c'est une réaction chimique provenant des différents gaz qui sont dans l'air avec le cuivre. Ça crée une oxydation, une espèce de pellicule fine qui fait en sorte que si on tente de souder sur celle-ci, évidemment, on peut réussir là, à souder, mais la soudure va être de moins bonne qualité. La soudure va moins coller. Donc, pour favoriser une meilleure soudure, on va utiliser plutôt la pâte à souder. Avant de procéder à notre soudure, il faut évidemment retirer une partie de la gaine de notre fil électrique. Et il y a la bonne et la mauvaise façon de procéder. Je vous montre un extrait vidéo. Alors, un petit tuto soudure à l'étain. Vous avez un fil qui est coupé, un truc comme ça. Rien de plus simple à réparer. Un fer à souder. Par exemple, chez Lidl, je sais plus combien, 15 €, vous avez un fer à souder avec tout le petit nécessaire, les petites pinces et tout. Bon. Donc, première chose, je suis à l'envers, c'est pas facile. Dénudez vos fils. Vous coupez le plastique en tournant comme ça, sans trop insister pour pas trop abîmer le cuivre à l'intérieur. Idem sur l'autre côté. Vous tournez sans vous couper les doigts. Voilà, normalement en gigotant un peu ça vient. Voilà. Donc on a nos deux morceaux de fil dénudés. Ok. Je les entortille un petit peu pour que ça prenne un peu moins de place. L'extrait vidéo qu'on vient de voir provient d'une vidéo diffusée sur Internet. Et notre bon monsieur, avec de très bonnes intentions, tente de nous montrer comment retirer une gaine d'un fil de cuivre, mais en utilisant un couteau utilitaire, ou comme disent les Français, un cutter. Donc c'est vraiment pas une bonne méthode pour dénuder son fil, parce que vous risquez tout simplement, avec ce type de couteau-là, de vous blesser. Une autre méthode qu'on voit régulièrement, qui est l'utilisation par exemple d'une pince comme celle-ci, ou d'une pince coupante, où on tente avec la portion coupante qui est ici, de briser la gaine et ensuite de tirer très fort pour la retirer. Évidemment, ça fonctionne, sauf que le petit problème, c'est que souvent vous allez peut-être réussir à briser plusieurs petits brins qui sont à l'intérieur du fil. Donc, c'est pas une méthode, tant qu'à moi, qui est recommandée. Ce que je vous dirais, c'est plutôt de tenter de vous procurer une pince conçue expressément pour dénuder les fils. Dans le cas de celle-ci, c'est un modèle qui coûte à peine 3 ou 4 $. Donc, pas très cher.
Et dans le cas de celle-ci, on a ici la petite roulette avec des chiffres dessus. Et ces chiffres-là correspondent au calibre de diamètre du fil que vous utilisez. Donc, si vous utilisez par exemple un fil de calibre 16, on va venir placer le 16 ici. Et la deuxième portion de votre pince, on va bien le placer. Bon, on va venir s'appuyer face au 16 et ça va déterminer ici en haut le diamètre qu'on a besoin finalement pour retirer la gaine de notre fil. Et pour le faire, bon, on entre notre fil à l'intérieur, on va serrer une première fois, desserrer, tourner un peu notre fil, serrer. Donc on y va à quelques reprises et ensuite on vient tout simplement retirer la gaine de notre fil et il peut évidemment arriver, parce que j'ai appuyé un peu fort, qu'il y ait un fil qui se retire, donc on va juste le couper. Évidemment là, notre fil est encore bon, donc on va pouvoir utiliser correctement notre fil. Un autre modèle de pince qui est évidemment plus de niveau professionnel, qui est ce type de pince là avec plusieurs grandeurs de couteau. Donc les chiffres ici vont nous indiquer la grandeur du couteau correspondant au calibre de fil qu'on utilise. Sauf erreur, je pense que c'est un calibre 16. Donc même procédé, on appuie, on relâche, on tourne quelques reprises et on vient tout simplement retirer notre fil. Il y a quelqu'un dernièrement qui me demandait à quel calibre correspondaient les trous dans ce type de pince-là. En fait, ça correspond nullement à des fils, mais plutôt à des grandeurs de boulons. Évidemment, ici, par exemple, 10-24, à quoi ça correspond? Ça correspond à une vis numéro 10, qui n'est pas, en passant, une vis métrique. Je ne sais pas pour quelle raison, mais au niveau des grandeurs SAE, il y a certaines grandeurs de vis qui sont identifiées de cette façon-là. Donc ici, une vis, par exemple, numéro 10, avec 24 filets au pouce, ou 24 pas, si vous préférez. Dans le cas de celle-ci, une vis 440, donc numéro 4 à 40 filets au pouce, ainsi de suite. Donc je vais vous faire un exemple. On va prendre par exemple une vis qui est une numéro 6 et je vais venir la placer tout simplement à l'intérieur de mon trou. Et en fait, ce à quoi ça correspond, c'est tout simplement pour couper la vis. Donc, comme disent les Français, une espèce de cutter. Et on va tout simplement venir mettre une pression. Et évidemment, notre vis ici est un petit peu difficile à faire. Il peut arriver qu'une fois coupé, la vis ait de la difficulté à entrer, par exemple, dans l'écrou. À ce moment-là, on va tout simplement venir limer le bas de la vis de sorte à enlever peut-être l'excédent de la coupure. Donc on va juste l'arrondir un petit peu. Ça va permettre au premier filet de s'engager dans l'écrou. Donc on va tomber dans la portion soudure. Avant, on va regarder l'utilisation de la pâte à souder. Bon, pour la soudure, évidemment, là, il existe différentes techniques de placer son fil. Il y a des gens qui vont venir placer, par exemple, le fil de cette façon-là, soit côte à côte, et vont tout simplement déposer de la soudure sur les deux fils en même temps. D'autres personnes vont tout d'abord mettre une couche de soudure sur le fil, une couche de soudure sur l'autre fil, joindre les deux fils et venir ajouter
un peu de soudure. Personnellement, quand j'ai des fils, par exemple, de cette longueur-là, ce que je vais préférer faire, c'est de joindre mes deux fils avec cette méthode-ci, qui consiste à faire une espèce de croix et à venir tout simplement tourner les fils de chaque côté. Évidemment, ça nous donne une résistance qui est un petit peu plus grande. Je vais installer le fil dans le support et on va maintenant regarder comment utiliser l'espèce de pâte à soudure, donc la pâte nettoyante. Fait que je vais tout simplement ajouter sur mon pinceau la pâte et je vais venir tout simplement badigeonner mon fil de chaque côté. Et au moment de chauffer le fil avec mon fer à souder, cette espèce de pâte-là va fondre et ça va venir tout simplement enlever tout ce qui est oxydant sur le fil et ça va favoriser là, un meilleur collage, si on veut, de mon plomb sur mon fil de cuivre. On va maintenant procéder à la soudure et comme vous pouvez le constater, j'ai ici une éponge remplie d'eau et ce à quoi mon éponge va me servir, c'est tout simplement à nettoyer l'embout de mon fer à souder. Et on constate que mon embout est très propre. Je sais qu'il y a une tendance maintenant là, sur Internet et on utilise là, une espèce de grosse laine d'acier, là, pas si c'est en laiton ou en cuivre, mais bon. Personnellement, j'utilise la méthode de l'éponge depuis plusieurs années. Ça fonctionne bien, donc je vais continuer avec cette méthode-là. Alors, on va ici venir chauffer un peu notre fil. Et déjà, la pâte à souder est en train de fondre. Et je vais maintenant apposer de la soudure sur mon fil. Donc on entend là, simplement essayer de le faire fondre un petit peu. On va en remettre un petit peu de ce côté-là. Donc on constate, juste avec un fer 30 watts, c'est déjà suffisant. On a quand même un bon calibre de fil ici. Ça a bien fondu, ça a bien collé à notre fil. Maintenant, on va procéder à la dernière étape qui consiste à venir isoler la partie métallique qui est maintenant découverte. Donc, je reviens avec les différents trucs qu'on va utiliser pour isoler notre fil. Pour venir isoler notre fil, évidemment, il existe différents moyens. Anciennement, on utilisait beaucoup le ruban électrique, mais le désavantage du ruban électrique, c'est selon l'endroit où il est placé. Il peut finir par sécher, ça va finir par décoller, l'humidité peut entrer à l'intérieur du fil. Donc, moi, je vais personnellement favoriser d'autres moyens. On a ici, depuis quelques années, l'espèce de... On appelle ça du liquid tape. C'est en fait une espèce de ruban liquide. Bon, qui est sous forme de pâte. Le pot est très bien fermé. Donc, on va tout simplement venir appliquer une à deux couches de ce produit-là sur notre fil. Et ça coule déjà. Et tout simplement, le désavantage, c'est qu'il faut évidemment attendre que ça sèche. Donc
Donc ça peut prendre facilement là, de 20 minutes à 30 minutes de séchage. Et une méthode qui est maintenant très populaire, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un shrink ou encore d'une gaine thermo rétractable. Comme on peut voir ici, il y en existe de différents formats. Dans le cas actuel, c'est évidemment là, des petits formats. C'est ce que j'utilise régulièrement. Quoiqu'il en existe des beaucoup plus gros. Et la façon de travailler avec ce type de produit-là, c'est de venir placer la gaine par-dessus l'élément qui vient d'être soudé et d'y apposer une source de chaleur. Une chose que je vois souvent et qui m'assomme à toutes les fois, c'est de voir des gens travailler avec des briquets. On vient chauffer la gaine avec un briquet. Évidemment, ça va fonctionner parce que la gaine est thermo-rétractable, donc rétractable à la chaleur. Mais si vous êtes par exemple dans une voiture à installer une radio d'auto, venez de souder un fil, tu as le briquet, puis tu as le paquet de fil qui est en haut de ce fil-là, c'est pas une très bonne idée d'utiliser ça. De toute façon, si vous êtes par exemple en atelier, vous venez d'utiliser votre fer à souder pour souder le fil, nettoyez votre fil, la partie du haut ici du fer est quand même chaude, là. Donc c'est suffisant pour effectuer le travail. Donc on va tout simplement venir passer le fer à souder délicatement sur notre gaine, et notre gaine est maintenant rétractée sur notre fil. Donc ça offre une superbe de belle protection et ça va très bien faire le travail. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine fois.